Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Je me trouve dans le canton du Valais et plus exactement non loin du village de Salins, dans le petit hameau d'Arvillard. Aujourd'hui, je te propose d'aller à la rencontre de Marcel Delez, de l'Or des Montagnes, un homme extraordinaire qui puise ses connaissances dans la nature pour concevoir des liqueurs artisanales aux saveurs subtiles et issues de notre flore régionale. Alors si, tout comme moi, tu as envie de découvrir son univers et d'en apprendre plus sur sa passion et métier en tant que liquoriste, eh bien écoute, le plus simple, c'est qu'on aille à sa rencontre. C'est parti, suis-moi. Salut Marcel. Salut Fluc. Comment tu vas? Ça va bien et toi? C'est bonne route? Oui, impeccable, impeccable. Écoute, en tout cas, déjà, merci de nous recevoir. Bah, avec plaisir. Salut Frodo. Dis-moi Marcel, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, moi je suis un 100% valaisan pure souche. J'ai pas mal j'ai eu pas mal d'activités dans ma vie, et les dernières activités, j'étais gardien de cabane en haute montagne. Et alors là, c'est là qu'on apprend un peu la tradition du gélépi, petit verre de gélépi le soir autour de la table avec les guides, après la vaisselle. Et c'est ce qui m'a fait en fait créer cette activité que j'ai maintenant. C'est qu'en redescendant de la cabane, j'ai pris la décision de stopper ma carrière de gardien. Je me suis dit que j'allais peut-être créer une petite activité comme ça pour faire de la liqueur de génépi, avec un terrain qui se prêtait bien. Et j'ai commencé comme ça, tout petit, faire des essais. Et maintenant, c'est une petite affaire qui tourne bien. J'ai des restaurants qui me commandent, j'ai pas mal de privés aussi qui me commandent, je fais les marchés. Donc ouais, c'est cool, c'est vraiment sympa. Et puis, qu'est-ce qui t'a attiré justement dans ce côté nature, de dire bah tiens, je vais récolter, puis avec ça, je vais pouvoir faire des liqueurs? Justement, c'est un peu par amour de la montagne, etc. Et puis c'est aussi par amour pour l'environnement qu'on a, avec plein de choses qu'on peut utiliser dans la nature, en respectant bien sûr au niveau des quantités, etc. Et puis essayer surtout de faire des choses un petit peu originales, qui sortent un peu de l'ordinaire, des liqueurs de fruits qu'on trouve dans toute la plaine du Rhône.
Moi, j'étais plutôt axé vraiment sur des liqueurs typiques montagne, qu'on trouve pas, typiquement la fleur de mélèze. Même les régions, même les habitants des villages ici savent pas qu'on peut faire de la liqueur avec la fleur de mélèze, quoi. Donc c'était ce côté-là, un petit côté challenge comme ça, qui m'intéressait, quoi. Ouais. Et quels sont les produits que tu réalises? Alors, j'ai commencé avec le Genepi, ensuite je suis parti avec la liqueur de mélèze. Après, il y a eu l'Hysope qui est venu et le Serpolet en dernier. C'est actuellement le choix que j'ai. J'ai fait aussi du noyau d'abricot. La première année, j'avais testé, j'ai fait pas mal de bouteilles en noyau d'abricot, mais c'est pas. Je pense que ça, c'est un produit que je vais supprimer de la gamme. D'accord. Est-ce que ces liqueurs, est-ce qu'elles ont des propriétés, je sais pas, qu'elles apportent en plus au niveau santé ou autre ou... Alors, c'est des liqueurs de plantes, mis à part l'abricot, mais autrement, c'est quand même des liqueurs de plantes. Et puis, c'est clair que les plantes, comme beaucoup de plantes qu'on trouve dans la nature, ça a quand même des propriétés médicinales, thérapeutiques, on va dire. Alors, oui, clairement, chaque plante, elle a ses caractéristiques. Le génépi, c'est très connu par rapport à tous les problèmes d'estomac. L'hysope, c'est très connu par rapport à tout ce qui est problème pulmonaire. Le thym, le serpolet, ce qu'on appelle le serpolet, c'est le nom commun du thym sauvage. Alors le thym, on sait aussi que ça a plein de propriétés anti plein de choses, mais j'ai pas alors tous les termes exactement dans la tête, mais oui, c'est clairement c'est à la base la fleur de mélèze, par exemple aussi la fleur de mélèze, c'est une des principales fleurs de base pour les fleurs de Bach, les rescues et compagnie, tout ce qui est problème un peu psychologique, hein, le côté angoisse, stress, un peu d'état dépressif, etc. La fleur de mélèze, c'est très connu pour apaiser tout ça. D'ailleurs, ceux qui ont l'habitude, quand on se promène dans une forêt de mélèze, on est tout de suite dans un état beaucoup plus zen, ça se fait tout naturellement. Ouais, c'est clairement des plantes. Alors après, au niveau des liqueurs, ça peut avoir les deux effets qui se coulent, quoi. Si on boit ça à petite dose, le côté digestif, il est là, mais après, si on boit la moitié de la bouteille, il y a peut-être d'autres effets qui viennent, mais ça, je suis pas responsable vraiment à 100% de ce qui se passe. J'imagine bien. Ouais. Et puis comment se déroule, alors je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais comment se déroule en fin de compte une journée pour toi? Je pense que ça doit varier parce qu'il y a, je pense, un moment pour la récolte, un moment peut-être pour la mise en bouteille, la préparation de tes liqueurs, etc. Oui, après, oui, c'est aussi un peu en fonction des périodes dans l'année. Alors l'hiver, c'est principalement c'est du travail à la cave, on va dire, au niveau de la macération, oui, préparer les stocks, les mises en bouteille, etc. Faire les filtrages, etc. Après une journée en plein été, en production, il y a la période, par exemple, typiquement la fleur de mélèze, c'est une période qui est très 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 courte au printemps. Et, j'ai à peu près l'équivalent de 2 semaines pour pouvoir récolter ce que je vais utiliser pour toute l'année jusqu'au cycle suivant. Donc c'est des périodes là qui sont assez intenses où il faut quand même courir dans les montagnes pour aller chercher cette fleur de mélèze. Et après il y a la période du Genépi aussi où il y a toutes ces interventions où je monte désherbé parce que voilà ça dépend toujours de la météo, comment ça se passe aussi, les conditions. Quand c'est très 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 sec, comme maintenant, là, des périodes un peu caniculaires, j'arrose quand même un petit peu pour pas trop perdre de la production. Et voilà, je dois jouer avec la... Enfin,
tous ceux qui travaillent dans le milieu de la nature, hein, on doit jouer avec la météo, etc., quoi. C'est sûr que les journées se ressemblent pas, quoi. C'est varié, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui te touche le plus au niveau de la nature? Alors, qu'est-ce qui me touche le plus au niveau de la nature? Je dirais que c'est sa capacité à s'adapter aux situations. En fait, la nature, elle a vraiment pas besoin de nous pour vivre, quoi, pour vivre, pour changer, pour évoluer, pour s'adapter à ce qui se passe par rapport à ces problèmes de climat, etc., par rapport à des éventuels prédateurs qui se présentent, etc. Elle a ses capacités elle est née avec ce qu'il fallait pour se battre, se défendre. Et elle n'a pas besoin de nous, de nos produits, de toutes nos combines pour pouvoir pour pouvoir continuer à évoluer, quoi. Et comment as-tu appris à reconnaître les plantes et à savoir lesquelles utiliser et de quelle manière? Alors, bon, certaines plantes, tu les reconnais assez facilement à l'odeur. Typiquement, bon, bah, alors la fleur de mélèze, pour moi, c'était pas bien compliqué, hein. Il y a qu'à juste regarder, lever un peu les yeux et puis on les voit tout de suite quand elles existent. Après, les autres plantes, le génépi, c'est aussi une plante que tu sens clairement quand tu es dans la nature. Après, il faut juste connaître un petit peu son environnement. C'est une plante qui pousse très haut en montagne, dans des environnements rocailleux, souvent un peu comme ça sur les moraines. Donc voilà, ce genre de choses, tu les trouves dans des endroits bien particuliers, assez précis, donc c'est pas très compliqué de les identifier, tu peux pas tellement te tromper. Après, d'autres plantes, je me suis renseigné auprès de certains amis qui sont un petit peu botanistes, enfin qui ont l'habitude de travailler avec différentes plantes, etc. Et pour moi, le choix, il est assez restreint. Donc, c'est pas très compliqué. Une fois que j'ai appris à reconnaître la couleur, la forme de la plante et puis son environnement, je sais où aller les chercher. Je cours plus à travers. Oui, ça m'est eu arrivé de changer de vallée pour les mélèzes, par exemple, de changer, de passer de l'autre côté sur la rive droite du Rhône pour voir qu'est-ce qu'il y aurait éventuellement à exploiter. Mais j'ai assez vite compris que ici de ce côté, il y avait bien assez, quoi. Et puis maintenant, est-ce qu'il y a des qualités qui sont requises pour justement pour récolter, mais tout en préservant la nature, une façon de faire? Bah, la qualité, en fait, c'est très simple. C'est juste avoir un peu de respect. C'est juste avoir un peu de respect. Une bonne forme physique, des bonnes jambes. Et puis après, le reste, il y a pas 50. Moi, les fleurs de mélèze, je vais pas grimper dans les arbres. Il y en a bien assez à la hauteur des yeux, à la hauteur des bras. Ce qui fait que j'en laisse j'en laisse plus que nécessaire pour l'arbre, pour sa survie, pour son épanouissement, etc. Je ramasse juste ce que j'ai besoin. Je sillonne toute la chaîne depuis Evolène jusqu'à Martigny en passant par les Hauts pour histoire de ramasser un petit peu à différents endroits, pas me concentrer sur un secteur et puis peut-être que ça pourrait un peu éventuellement affaiblir la zone. Quoique avec tout ce qui reste dans l'arbre, je pense pas que ce sont mes quelques kilos qui vont changer la nature. Mais oui, je pense que c'est ça. C'est d'abord c'est respecter. Si je vais me balader en montagne, chercher certaines plantes, je vais pas forcément piétiner tout ce qui se trouve autour. Je regarde et après j'avance et je fais une trace. Je vais pas me balader à tourner en rond dans un pâturage ou je sais pas quoi. C'est juste voilà, je pense que c'est ça la première qualité. C'est juste minimum de laisser le minimum d'empreintes
humaine là où je vais, quoi. Et y a-t-il une anecdote ou une plante qui t'a surpris par ses propriétés? Oui, bah, par rapport à ce que je fais, Oui, bah, je dirais, en fait, la fleur de mélèze, je pense que c'est la plus grande surprise. Le génépi, on va dire que joliment, tout le monde, tout le monde connaît le génépi d'une manière ou d'une autre, même certaines régions à l'étranger. Le thym, le serpolet, ben voilà, ça reste quand même le goût du thym sauvage, donc en soi. Mais je pense que la fleur de mélèze, ouais, c'est la plante qui m'a le plus surpris parce que en fait, j'ai réalisé qu'on était entouré de mélèze, que le mélèze c'est vraiment, comme je disais avant, c'est une plante emblématique, un arbre emblématique du Valais. Il fait partie de notre quotidien et personne, personne connaît cette liqueur, même la fleur de mélèze. Quand je parle de fleur de mélèze, c'est le bourgeon. Tout le monde assimile la fleur de mélèze comme si c'était un bourgeon de sapin. Ce sirop de bourgeon de sapin très résineux, en fait, la fleur de mélèze, c'est juste, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un goût complètement différent. Alors ça m'a surpris moi, déjà moi personnellement. Ça surprend beaucoup de gens. Et d'ailleurs, c'est grâce au moment où j'ai commencé à faire les marchés, où j'ai pu faire déguster cette liqueur de fleur de mélèze aux gens, on va dire que les ventes ont explosé. Et j'arrive presque maintenant au même équivalent entre la liqueur de fleur de mélèze et le génépi. C'est un truc de fou. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est de sentir ce goût dans la bouche. Et pour les gens, les gens d'ici, surtout les locaux, où quand on était petit, on avait l'habitude d'aller gratter les boules de pois dures comme du caillou sur les arbres. Et après, on les mâchouillait le temps que ça devienne une chiclette. Et puis on avait cette chiclette de pois de mélèze dans la bouche. Et ça, c'est un goût. Quand on boit cette liqueur-là, on replonge en enfance, quoi. Et c'est marrant parce que quand on est justement sur les marchés, on a des gens qui sont ici de la région. Il peut y avoir des bûcherons, des gens qui travaillent dans la nature, dans les alpages, etc. Ils ont cette odeur du mélèze, ils ont cette odeur de la forêt. Et en buvant cette liqueur-là, ah ouais, c'est incroyable ce goût de mélèze. Alors c'est sûr que le Hollandais qui sait pas ce que c'est un mélèze, il va goûter ça, il va se dire bizarre. Ouais, c'est ça. Mais oui, la fleur de mélèze, franchement, c'était la grande surprise. Ouais. qu'est-ce qui t'a donné l'envie de passer de la cueillette à la macération? Bon, c'est simplement que j'avais pas forcément envie de faire du sirop, j'avais plutôt envie de faire une liqueur. Une liqueur qui reste quand même assez haute en alcool pour avoir quand même un côté digestif. C'est pas, comme on dirait plus ou moins vulgairement, de la liqueur de bonne femme. Qui est en bas 20, 23, 24 degrés. Ça reste des liqueurs assez hautes en alcool. C'est un choix. Euh, dans l'ensemble, c'est un choix qui plaît. C'est aussi une manière à moi, une manière de plus de me démarquer sur ce qui se fait en général sur les liqueurs, quoi. Donc oui, voilà, c'était simplement ce choix-là, quoi. C'est venu tout naturellement, tout normal, tout normalement. Ouais. Et puis comment fonctionne la macération?
Alors, en fait, c'est tout un processus qui se met en place. Il y a, au moment où on a récolté les plantes, les fleurs, la fleur de mélèze, etc., il y a une période qu'on met en séchage. Moi, j'ai un séchoir qui est vraiment 100% naturel, on va dire. Il y a rien de mécanique. C'est juste des rayons qui sont posés à la cave. Et ça se sèche tout à fait naturellement pendant une période assez longue. Et ensuite, je mets tout ça dans une cuve avec de l'alcool à 96 degrés qui reste aussi assez longtemps en macération. Après, il y a des petites combines, des petites astuces. Je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est clair que c'est moins sexy que de dire oh, je fais de la distillerie avec un alambic et le bizarre, tout ce qui va autour. Là, c'est juste une vulgaire cuve en inox. On plonge dedans. Il n'y a rien de très spectaculaire là-dessus, quoi. À travers tes liqueurs, qu'est-ce que tu aimerais transmettre, enfin si tu transmets quelque chose à travers elles, et puis qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ce que tu fabriques? Euh, du fait que justement je me suis fixé plus ou moins un but de faire des liqueurs typées montagne, des liqueurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qu'on trouve partout, même dans les grandes surfaces commerciales, etc., de la liqueur industrielle. Quand même montrer que en fait on peut sortir de la liqueur d'abricot, la liqueur de poire, la liqueur de je sais pas quoi, qu'on arrive à trouver quand même des matières premières qui sont un petit peu originales, que personne, que peu de gens utilisent, que peu de gens connaissent et qui ont tout autant d'intérêt que voilà que la bouteille de poire qu'on trouve dans tous les rayons de supermarché, quoi. C'était un petit peu, ouais, c'était ça, quoi. Ah, tu vois, le problème que j'ai, c'est qu'ici, comme j'ai un tout petit local où on se marche déjà bien dessus, je peux malheureusement pas encore faire la mise en bouteille ici, j'ai pas la place. Alors je suis obligé de tout préparer
monter tout ça à l'étage, la bonbonne, une bouteille vide. C'est une grosse manutention, mais heureusement, j'ai pas le choix. Alors voilà, bah, ici, bienvenue dans ma cuisine. Tu vois, c'est tout petit, j'ai pas la place de faire tout ça au même endroit, donc j'ai quand même pris la peine de faire la vaisselle ce matin avant qu'il arrive. Et bon, hier, on a fait ensemble, on a été faire de la récolte, en tout cas pour une partie. Tu as vu aussi que j'ai disposé ce qu'on avait récolté sur des plants de séchage, donc ça je vais laisser tranquille pour une bonne période. Et ensuite, quand toutes ces herbes sont séchées, je les mets en macération. Tu as vu la cuve aussi. Et ce matin, j'ai pris une bonbonne, j'ai rempli une bonbonne pour pouvoir faire la mise en bouteille. Donc la mise en bouteille, je la fais avec une petite machine maintenant parce qu'avant, je pouvais me permettre encore de bricoler. Maintenant, vu les quantités quand même relativement importantes, j'ai quand même dû m'équiper d'une petite machine, ça reste quand même bien artisanal. Donc là, on va faire de la mise en bouteille, c'est de la liqueur de mélèze. L'alcool passe de la bonbonne qu'on a remplie ce matin. Elle passe par un filtre qui est beaucoup plus fin. Et pour après, ensuite, arriver sur la pompe elle-même avec la buse pour la mise en bouteille. C'est une machine très petite, assez basique, mais qui fait très bien l'affaire par rapport aux quantités que j'ai. Après, c'est du temps. Ouais. Belle couleur, hein? Magnifique. L'or des montagnes. Je me souviens les premières bouteilles que j'en ai fait, je connaissais encore pas trop la combine. J'avais toujours peur de ne pas mettre assez, alors je montais toujours un petit peu plus haut le niveau, et le premier marché que j'ai fait, j'ai regretté parce que avec la chaleur, l'alcool qui se dilatait, j'avais les bouchons qui explosaient les uns derrière les autres. J'avais trop mis d'alcool. Maintenant je mets comme la machine me demande. Voilà, tu vois, j'ai fait une toute petite série déjà de bouteilles. Je les laisse comme ça volontairement, juste un petit peu aérer ce qu'il faut. Et ensuite, je les bouchonne déjà à la main, juste pour donner quand même une fermeture plus ou moins hermétique. Et je finis avec un marteau en caoutchouc pour les assommer jusqu'à ce que Moore s'en suive. Alors voilà, on a récolté, on a séché, on a macéré, maintenant la mise en bouteille elle a été faite, il n'y a plus qu'à passer à la dernière étape, c'est le bouchonnage et l'étiquetage. Alors le bouchonnage là sur ce que j'ai là, tu vois, c'est pas, il n'y a pas une grosse production aujourd'hui, c'était juste comme ça parce que j'ai des clients qui attendent. Et voilà, alors bouchonnage, tu vois, c'est vraiment comme j'ai fait ce matin, j'ai déjà bouchonné le maximum que j'ai pu à la main. Maintenant, l'histoire, c'est que je termine tout ça très artisanalement avec un marteau en caoutchouc. Je mets ma petite pastille de plombage, comme quoi c'est 100% garantie d'origine. Puis après, je peux faire l'exemple, hein, comme ça tu vois. Et après, j'ai mon étiquette qui vient là-dessus. Tac.
Là, en l'occurrence, c'est la liqueur de Fleur de Ménez. Et voilà. La Fleur de Mélèze dans son écrin, la pépite. C'est beau, hein? C'est magnifique. Alors, tu vois, pour l'histoire, c'est que il y a ce logo-là qui ressort un peu sur toutes les bouteilles, que ce soit du Gélépi, du Serpollet, etc. Tu as OM, c'est pas l'Olympique de Marseille, c'est ni le Home du bouddhisme, c'est les initiales de l'or des montagnes. Ah, c'est peut-être un petit peu prétentieux comme ça, l'or des montagnes. J'ai hésité, j'ai cherché un moment à trouver l'identité, le logo, etc. Qui correspondait. Après, je me disais, ben voilà, comme c'est vraiment des liqueurs qui sont basées sur la montagne, il faut le génépi, il faut quand même aller le chercher. La fleur des mélèzes, c'est pareil, des fois ça pousse, des fois ça pousse pas, il faut crapahuter partout. C'est quand même des plantes qui se méritent, c'est pas juste à aller cueillir dans un verger. Donc voilà, je me disais, c'est quand même quelque chose de précieux, comme l'or. C'est pas trop prétentieux. Puis après, quand j'ai commencé à mettre en bouteille, puis que je voyais la couleur, je me disais, oui, bah oui, l'or des montagnes, ça va de soi, quoi. C'est pas rouge, c'est pas vert, c'est pas jaune. Si, c'est jaune. Donc, pour l'or des montagnes, c'est juste parfait, tu vois. Donc, voilà, c'est le logo, il est parti de ça. Après, là, j'ai toujours la possibilité, je fais ma petite touche finale côté artisanal, de rajouter l'année, le lot de la bouteille à la main. Mon numéro de téléphone, je le rajoute aussi à la main, au feutre. Ça donne le petit côté un petit peu artistique de l'histoire, tu vois. Et voilà, le produit final, quasiment final, que je vends sur les marchés. Une dernière chose, où est-ce qu'on peut se procurer justement tes liqueurs? Alors, j'ai pas encore d'épicerie locale ou de boutique comme ça chez qui j'ai pu avec qui je travaille encore je travaille. Donc là c'est principalement c'est les marchés que je fais. Plutôt l'été, l'hiver j'ai une autre activité. Et après, les gens, certaines personnes me connaissent, j'arrive à faire un petit peu de la publicité d'une manière ou d'une autre, un peu sur les réseaux sociaux, etc. Et un simple coup de fil, on arrive toujours à s'organiser, soit c'est des envois postaux, soit c'est de la livraison. J'ai un système, on va dire, de livraison boîte aux lettres que j'ai mis en place et qui fonctionne très bien. C'est simplement les gens m'envoient un petit WhatsApp, un petit message en me disant ouais on est dans la région, est-ce que on pourrait acheter une bouteille, etc. Alors je leur dis ok bah je vous mets la bouteille dans la boîte aux lettres, vous passez quand vous voulez, dans la journée, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas besoin de prendre des rendez-vous, etc. Et vous payez par Twint la confiance joue comme ça et ça fonctionne très bien. Mais après oui, pour le moment j'ai pas. J'aimerais bien peut-être trouver une petite épicerie qui représente vraiment les produits locaux de la région et puis de pouvoir laisser un stock de bouteilles. Oui, j'en ai une à Vercorin qui fait un petit peu, mais oui, autrement c'est principalement c'est de la vente directe, envoi postal ou prise sur place, quoi. Ouais. Et puis maintenant, est-ce qu'il y a aussi des établissements comme des restaurants ou autres qui prennent tes produits et puis qui les mettent en valeur aussi? Ouais, alors de plus en plus, principalement pour le Génépi, un peu aussi pour la liqueur de Mélèze, pour certains établissements. C'est clair que c'est des liqueurs qui sont très particulières. Donc pour les restaurants,
une liqueur d'hysope, par exemple, c'est peut-être pas forcément très vendeur, ça va peut-être pas être trop demandé. Donc c'est clair que les restaurants, ils se cantonnent plutôt sur le Genépi, principalement Genépi. De plus en plus la fleur de mélèze aussi. Et voilà. Après, oui, c'est des établissements. Euh, je, je fais en sorte. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment eu besoin de faire moi le tri sélectif, on va dire. Ça se fait assez naturellement. C'est des établissements des restaurants qui recherchent vraiment, qui travaillent vraiment avec des produits locaux, des produits frais, des produits locaux, qui essayent de justement faire de la cuisine représentative de la région, cuisine de montagne, la chasse, etc. C'est pas de la chasse qui vient d'Autriche ou de Hongrie, c'est des animaux qui sont tirés ici dans la région. Et moi, ça me plaît de travailler avec des établissements comme ça, plutôt que de vouloir vendre. Je cherche pas à faire du volume. J'essaie de faire de la qualité et puis de garder une certaine éthique par rapport à ce que j'ai envie de représenter, quoi. J'ai pas forcément envie d'avoir mon Genépi derrière le bar d'une pizzeria, par exemple. C'est pas trop mon truc. D'ailleurs, si ça t'intéresse puis que tu as encore le temps, peut-être en fin de journée, on pourrait éventuellement, parce que j'ai une petite livraison à faire chez Anne, c'est une cliente, bah, client ou cliente, ça devient des amis en fait. C'est pas, je les considère pas vraiment comme des clients. Mais Anne, elle a un petit établissement plus haut en montagne. C'est une vieille écurie qu'elle a retapée en buvette. Et elle me prend régulièrement du Genépi et de la fleur de mélèze. Et ce soir, elle m'a téléphoné hier pendant qu'on était ensemble là. Elle m'a téléphoné, est-ce que tu pourrais me livrer des bouteilles? Ça va être le week-end et j'ai plus rien. Alors peut-être que si tu as le temps ce soir, on pourra monter ensemble et je te la présenterai, quoi. Ah bah écoute, très volontiers. Voilà. 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 Alors, bienvenue chez Anne, Salut, la patronne, Salut Anne. fille du Salut. village, Fluc. Fluc, Fluc. t'as ton comté. Nicolas Flukiger, dit Fluc. Ok, et puis le bonhomme là. Bah, ça c'est Frodo, Eh, salut Frodo. compagnon de route. Ok, cool. Voilà. Ouais. Ouais. Donc voici ton antre. Ouais, je lui avais parlé, j'ai dit que comme tu m'avais téléphoné pour te livrer, je me suis dit, bah voilà, ça serait l'occasion, s'il a encore un peu de temps, de venir faire un passage chez toi, comme ça il voit un petit peu aussi dans quel univers... Le petit coin où ouais. on accueille plein de touristes qui adorent le mélèze et puis le Genépi. C'est ça, Ceux ouais. qui nous finissent les bouteilles. Ouais. C'est ça. Bah écoute, ouais. on tue. Mais avec plaisir, alors venez. Voilà. Viens, Frodo. Ah, magnifique terrasse. Ah, mais on est trop bien là. Un peu ce Ouais, panorama, regardons un peu Flux qu'on a devant les yeux ici. Bien. Alors, Magnifique. Ah, je t'avais demandé quoi, le mélèze et le Genépi, hein? Les Genépi, ouais, 3 de Mélèze. chaque. Ah, mais tip top, Ouais. merci. Alors là, le mélèze, t'as droit aux premières bouteilles 2025. Ah ouais, tip top. C'est la première cuvée. Je les ai mises fini de mettre en bouteille ce matin. Non, mais quelle chance. Exprès. Non, mais trop bien. Ah, mais ça va bien maintenant, parce que là, ça commence à être assez chargé, tu vois, Ouais. jusqu'à la fin août, ça tout le monde, et puis j'avais plus rien. Excellent, mais Trop c'est bien, cool. nickel. C'est cool s'il y a du monde. Bah, faut pas se plaindre. Hein. C'est maintenant qu'il Ouais. le faut. Hein. Ouais. Bon, moi je vais les poser là-haut, et puis on s'assied pour boire un verre. Mais oui, Hein? avec plaisir. Bien. Profitons On est bien là. encore du On soleil. profite du soleil, du soleil. Ouais, tip top. Alors je vais poser ça là-haut, et C'est- puis on boit un petit verre. C'est quand même beau. Hein. Ah, c'est grandiose. Quand tu vois le paysage là, des perchoirs comme ça,
C'est comme un érable. Alors, santé? Étine, santé. Après la troisième bouteille, ça risque d'être compliqué. Santé. Santé. Oui, je voulais te demander, Anne, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le lieu? Ah oui, avec plaisir. Eh ben, ici, Verret, c'est un petit hameau de la commune de Ninde, et puis j'ai grandi ici. Donc j'ai grandi dans la maison d'à côté, et puis ici, cette maison-là, c'était la maison de ma grande-tante, où elle accueillait déjà plein de monde, parce que c'était le seul endroit qui avait le téléphone à Verret. Alors du coup, les gens, ils venaient pour appeler, pour s'ils avaient un souci dans les champs, avec les vaches, ou n'importe quoi. C'est une dame, tante Célestine, qui a pas eu d'enfant, mais qui aimait tout le monde, et puis qui faisait déjà son jardin en bois, qui faisait des soupes et légumes. Quand on passait, tout le monde avait quelque chose à manger. Et puis, nous, on a grandi dans la maison d'à côté. Mes parents, on avait toutes les granges d'ici, les granges au haut du village, il y avait des vaches. Puis, c'était plus possible de vivre comme ça. Alors, on a été 200 mètres, 300 mètres plus loin. Et puis, mon père et ma mère, ils ont construit une ferme. Maintenant, c'est mon frère qui a repris. Avec sa copine, ils font du fromage. Et nous, on a la chance de pouvoir acheter de leur fromage, d'avoir la viande séchée, du jambon, parce qu'on a des cochons. Et puis, du sérac. Ma belle-sœur, elle a plein d'idées. Alors, elle essaye, au lieu de faire du cantadou, comme on connaît, on fait le cantanou. Alors, à la buvette, je travaille avec beaucoup les produits de mes parents. Et puis, moi, je fais aussi un peu de jardin. Donc, on a les produits fromage, viande séchée, on fait des assiettes valaisannes, des fondus, des raclettes. On fait des croûtes au fromage. Moi, j'adore aller aux champignons. Donc, bien souvent, j'ai des champignons. Je peux encore faire des mets aux champignons. Et puis autrement, on travaille avec des producteurs locaux, les bières, le vin, le génépi, le mélèze. Et puis comme on a une chambre d'hôte à côté maintenant ici qu'on a transformée, les gens ils sont juste heureux de pouvoir dormir là et puis venir sur la terrasse puis déguster des produits qui viennent d'ici. Donc c'est juste top. Alors je suis super contente, la buvette elle marche super bien, les gens qui viennent au gîte sont super contents de dormir là dans un endroit calme et d'avoir quand même une petite buvette à côté qui donne un petit peu qui donne un petit peu d'ambiance. Alors voilà, ça c'est mon petit amour, Verret, je suis bien. Et puis, quelle est ta relation avec l'Or des Montagnes? Ah l'Or des Montagnes, déjà je connais le fils de Marcel qui m'a un jour dit « Ah, toi tu veux du génépi, mon père il fait du génépi. » Je dis « Ah top, parce qu'on bosse l'hiver ensemble, un peu au même endroit dans le domaine skiable, au sommet des pistes à Vezona. » Et puis il me dit « Ah je te mets en relation avec mon père. » Et puis, on s'est rencontrés. J'ai eu la chance de déguster le génépi. Au début, j'avais pris que du génépi. Et puis après, il me dit, ah, mais je fais aussi du mélèze. J'ai dit, ah ouais, tu fais du mélèze, ouais. Déguster le mélèze. Et puis, du coup, je trouve ça juste génial. Et puis, les produits sont super excellents. J'adore. Les gens qui viennent ici, ils adorent ça. Et puis, avec Marcel, c'est facile parce que je l'appelle. Et puis, il débarque. Et puis il vient me livrer, j'ai de la chance, non, il est cool. Et puis du coup, c'est un produit d'ici, tu vois, le mélèze, on est entouré de mélèze. Le génépi, il faut monter plus haut, mais c'est une plante de chez nous qu'on est assez fiers et puis qu'on peut, ça aide à digérer la fondue si jamais. Et puis moi j'aime bien offrir un petit coup à la fin quand les gens ils ont mangé. Alors au lieu de toujours offrir, alors la bricotine à Williamine, je trouve ça topissime aussi, y a pas de souci. Mais les gens, ils connaissent moins le génépi ou le mélèze. Alors bien souvent, j'aime bien, je dis, il faut que vous fassiez goûter quelque chose. Puis comme le mélèze, il est un peu plus doux. Les femmes, ils prennent souvent le mélèze. Et les hommes, le génépi. Des fois, ça change, quoi, ça dépend. Il y a moins d'alcool aussi, il y a un petit peu moins d'alcool dedans. Et puis c'est moins courant, c'est moins connu. Alors, et les gens, ils aiment bien. Et puis comme maintenant, à la buvette, j'ai de plus en plus de monde parce que je viens de rénover il y a une année la buvette, et j'ouvre l'hiver. Donc comme j'ouvre l'hiver le soir sur réservation, grâce aux rénovations que j'ai fait l'année passée, je peux faire des soirées. Puis l'hiver, c'est pas super bien le génépi. Moi je fais des randos caclons, je vais promener avec les gens, je reviens ici, on mange la fondue. Après, on boit un petit génépi, un café et on retourne sur la station. Et puis si on fait la raclette, moi le coup du milieu, je fais avec le génépi souvent. Ouais, j'aime bien ça. Un peu le trou normand de... Le coup du milieu de Verret, c'est avec le génépi à Marcel. Alors voilà comment je connais Marcel, quoi. En plus, c'est un gars d'ici, quoi. Marcel Lélez, il vient de... tu viens de Naples, toi. D'origine de Vezona, quoi. Ah, de Vézonne, en plus, comme moi. Hop. Alors voilà, ça fait du bien. Ouais, on est quand même fiers de nos origines.
Ah, ça c'est clair, on est fiers de soigner. Même si entre deux, j'ai quand même pas mal voyagé, roulé ma bosse, etc. Mais tu vois, je suis revenu un petit peu au À tes berceau, racines, quoi, à mes tes racines, racines. ben ouais. Puis Ouais. faire un petit peu découvrir ce qu'on a autour de nous, quoi. Ouais. Ouais. Tu vois, tu viens à tes racines et puis tu ramasses du génépi. Mais Et ouais, puis, voilà, c'est trop beau, quoi. l'amour de la montagne, et puis tout ça qui fait que, en fait, même si tu as été aux quatre coins du monde, Ah ouais. ben, T'as envie de revenir là. tu as envie de revenir là, et puis de faire découvrir aux touristes, aux gens qui viennent d'ailleurs, Ah ouais. ce qu'il y a. Parce que nous, on a eu la chance de découvrir ailleurs quand on a voyagé, parce que moi aussi j'ai voyagé. Ouais, ben c'est Et ça. du coup, quand on arrive dans un endroit, dans un autre pays, puis que tu Exactement. dégustes un truc juste Exactement. incroyable qui vient du pays, Ouais. et ben toi, tu fais la même chose ici. Ben, Ça c'est veut dire que les exactement. gens- Ouais. Ouais. C'est le sentiment que j'ai maintenant quand je fais les marchés. Mhm. Je me souviens de tous les marchés que tu fais quand tu vas dans le sud de la France, par exemple. Tu Ouais. vas découvrir dans des petits villages, tu as le petit marché local avec les maraîchers et Ouais, tout. ouais. Tu découvres des petites spécialités. Ben, maintenant, je me retrouve de l'autre côté. Ouais, excellent, ouais. C'est, Trop bien. je trouve que c'est génial. Quoi. Ouais. Ouais. C'est, Maintenant, c'est toi qui fais déguster aux gens qui. ouais, Ouais, c'est exactement ça. trop Ouais, bien. c'est cool. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Marcel Delez pour son chaleureux accueil et pour nous avoir permis de découvrir sa passion et son métier en tant que liquoriste. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne et on en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires concernant les vidéos que l'on réalise. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions ou de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour ceci, tu peux tout simplement m'écrire à info@regioneterroir.com. De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer et ça, ce serait vraiment sympa. Voilà, en attendant la prochaine aventure, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit ciao, ouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.